3, 2, 1. Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo. Petite courte vidéo, bien entendu, qui change un peu. Je me mets dans une sorte d'axe de parler de télépathie. Je tombe sur un magazine qui s'appelle Science et Avenir, que vous connaissez certainement tous. Et je vous lis simplement ce qu'il en est, pour ainsi dire, pour que les gens qui voudraient s'intéresser à la télépathie peuvent se rendre compte qu'aujourd'hui, Science et Avenir est un magazine que chacun connaît, mais qui s'intéresse aussi au sujet. Donc, je lis le résumé, ou plutôt l'article. La télépathie, lire dans les pensées, est-ce possible? La télépathie, un fantasme réservé à la science-fiction? Pas forcément. Des recherches sont en effet menées sur le sujet depuis plus de 150 ans. Et certains projets mécaniquement assistés pourraient bien aboutir. Les avancées technologiques nous permettront-elles un jour de communiquer par la pensée? Point d'interrogation, mais bon, c'est une réaction qui est maintenant un peu à lire pour ceux qui veulent, et je continue. Donc, depuis plus d'un siècle, des scientifiques mènent des expérimentations pour concrétiser une inspiration ancestrale, celle de communiquer par la pensée. Ces quelques 150 années de recherche laissent entrevoir une conclusion peu plaisante. Notre corps ne semble pas détenir les capacités nécessaires à la télépathie. Pour pouvoir communiquer par ce biais, plusieurs facultés semblent en effet indispensables. L'expéditeur doit être en mesure d'encoder sa pensée pour la transformer en un signal et transmettre ce dernier, alors que le destinataire doit pouvoir capter le message et le décoder. Oui, ça semble tout à fait logique, je précise. La télépathie mécaniquement assistée est bientôt une réalité. Si notre corps ne semble pas doté de ces facultés, la télépathie mécaniquement assistée est, elle, porteuse d'espoir. Par exemple, le 28 mars 2014, des messages rudimentaires ont été envoyés d'Inde jusqu'en France. Pour réaliser cet exploit, il a fallu utiliser plusieurs technologies afin d'assurer les différentes tâches nécessaires à la transmission de pensée. Ainsi, en Inde, un casque doté d'électrodes sensibles aux ondes électromagnétiques a été placé sur le crâne de l'émetteur. En effet, à chacune de nos pensées, les réseaux neuronaux émettent un certain nombre d'ondes électromagnétiques. Il existe donc un profil type d'onde émise pour chaque pensée. Ici, le casque reconnaissait deux idées distinctes: bouger les mains et bouger les pieds. Une suite de pensées pouvait ainsi être codée en binaire, le mouvement des mains correspondant à 1 et celui des pieds à 0. Le message était transformé en un signal numérique qu'il suffisait d'envoyer par Internet. Pour transmettre ce signal au receveur, situé en France, les chercheurs ont utilisé la stimulation magnétique transcrânienne, une méthode utilisée en médecine pour traiter, entre autres, certaines affections neurologiques. Par cette technique, des impulsions magnétiques capables de produire des illusions visuelles étaient envoyées au receveur. L'apparition d'une tache de lumière que l'on appelle phosphène correspondait au 1 et son absence au 0. Le receveur n'avait plus qu'à décoder le code reçu. Pour le mot Xiao, 140 bits et plus d'une heure ont été nécessaires. Ce projet a donc pour le moment peu d'applications concrètes dans notre vie quotidienne. Plus récemment, Elon Musk a relancé le débat sur le sujet en cofondant une start-up Neuralink. Son objectif, produire des implants cérébraux capables de soigner des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la schizophrénie. Mais ce n'est pas tout. L'entrepreneur américain souhaiterait que sa technologie se développe au point de permettre à quiconque d'interagir avec un ordinateur ou un téléphone par la seule force de sa pensée. Un projet improbable à l'heure actuelle et qui nécessitera probablement des décennies de recherche. Une inspiration ancestrale. Mais les startups ne sont pas les seules à exploiter le fantasme de la communication par la pensée. À en voir le succès des shows de mentalistes et le grand nombre de personnages de pop culture dotés de cette capacité, la croyance à la télépathie est très élevée parmi les croyances au paranormal, et entre 50 et 70% des individus des sociétés occidentales croient au moins à un phénomène paranormal, souligne Renaud Évrard, maître de conférences en psychologie à l'université de Lorraine.
de Lorraine et auteur d'enquêtes sur 150 ans de parapsychologie. La légende de l'esprit, parue aux éditions Trajectoire. Cela s'explique notamment par le fait que des figures d'autorité scientifique et culturelle ont cru à ces phénomènes, bien que ces sujets restent controversés sur le plan scientifique. Et globalement, cette fascination est le sort de l'ensemble de la parapsychologie, une discipline qui reste marginale sur le plan scientifique en dépit des progrès qu'elle réalise. Ce paradoxe s'observe également au niveau culturel. De nombreuses fictions tournent autour du paranormal qui reste présenté à travers nos écrans de façon très stéréotypée. Si ce fantasme semble né avec la science-fiction, des recherches sont en réalité menées sur le sujet depuis plus de 150 ans. Le concept de télépathie remonte ainsi à la fin du 19e siècle, alors que la lecture de pensée est un passe-temps récurrent dans les soirées mondaines. Devant l'engouement provoqué par les dispositions de certains individus, plusieurs intellectuels créent en 1882 la Society for Physical Research, SPR, dont l'objectif est d'étudier de façon scientifique ces phénomènes paranormaux. Le concept même de télépathie est né dans les milieux savants de la SPR. À cette époque, il correspond à une faculté dont bénéficieraient tous les hommes qui pourrait être mesurée expérimentalement, nous explique Renaud Évrard. Petite parenthèse, je dois contacter cet homme. Fermez la parenthèse. La SPR mène ainsi plusieurs études afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Ses membres fondateurs se sont notamment intéressés au phénomène d'hallucination chez des personnes dépourvues de maladies mentales. Dès 1889, la SPR a ainsi ouvert une vaste enquête par voie de presse en diffusant l'annonce suivante. Avez-vous déjà eu l'impression vivace de voir ou d'être touché ou d'entendre une voix, impression qui, autant que vous puissiez le découvrir, n'était due à aucune cause extérieure, explique Renaud Évrard. Plus de 15 000 personnes participèrent à l'étude, nommée Census of Hallucination. Au sein de cet échantillon, 7,8% des hommes et 12% des femmes ont signalé au moins une expérience hallucinatoire ayant l'aspect de la réalité, révèle Renaud Évrard. Selon lui, cette expérience est l'un des exemples typiques du rôle important de la parapsychologie sur la psychologie, une discipline alors encore balbutiante. Les parapsychologues furent des contributeurs actifs dans les recherches sur les hallucinations. Dans la population générale, ils cherchaient à la fois à légitimer l'intérêt qu'ils portaient aux expériences exceptionnelles, si nombreuses, et à mieux comprendre leurs caractéristiques afin que les vécus spontanés guident les expérimentations contrôlées. De nombreuses expériences qui peuvent laisser place au doute. Le concept de télépathie se popularise ensuite fortement. Ainsi, tout au long du XXe siècle, de nombreuses expériences seront menées afin d'essayer de déterminer l'existence ou non d'une faculté chez l'homme à communiquer par la pensée. Parmi celles-ci, nous pouvons révéler les expériences de René Varcollier, un ingénieur chimiste français ayant recruté une vingtaine de personnes pour participer à des expériences de télépathie. Durant celle-ci, une personne observait une image fixe tandis qu'une autre, parfois, située à des milliers de kilomètres, tentait de la reproduire à l'aveugle. Varcollier développe des sociétés de télépathie qui expérimentent tous les week-ends avec des gens tout venant. Certaines de ces expériences sont des essais de télépathie longue distance, par exemple entre Paris et Berlin, dont les résultats sont intrigants, explique Renaud Évrard. L'originalité de ces travaux est que les personnes testées n'étaient pas sélectionnées a priori selon leurs dons. On retrouvait des gens de bonne société, ingénieurs, enseignants, pharmaciens, etc. De plus, la recherche n'était pas tant orientée vers la preuve que vers la compréhension des mécanismes en jeu et le perfectionnement des perceptions par l'amélioration des techniques. Par la suite, les expériences se multiplient avec des résultats parfois étonnants. Mais la parapsychologie a mauvaise presse, déplore Renaud Évrard, alors que des études
avec une méthodologie sérieuse sont publiés depuis des années. La parapsychologie souffre ainsi d'un manque de considération générale de la part de la communauté scientifique, bien que plusieurs études aient obtenu des résultats positifs. Ces dernières ont notamment été réunies dans un état des lieux publié par le chercheur Hetzel Cardena en janvier 2018 dans la prestigieuse revue American Psychology. Dans son introduction, le chercheur explique: les preuves du PSI, faculté extrasensorielle NDLR, sont comparables à celles de phénomènes établis en psychologie et dans d'autres disciplines, bien qu'il n'y ait pas de compréhension consensuelle de ceci. Ces preuves, si elles doivent être reconnues, sont néanmoins faibles. Certains chercheurs estiment qu'elles pourraient être expliquées par le manque de fiabilité des protocoles expérimentaux ou la présence d'erreurs dans quelques études de moindre qualité. Télépathie, sujet, télépathe. Voilà que ceci sont donc des avis. Je lis ou pas? Une réaction, lisons. Télépathie, sujet, télépathe, médium, etc. Cherche scientifique à l'esprit ouvert pour expliquer comment cela fonctionne. La source étant lumière et la possibilité pour l'énergie de la pensée de la transformer. Connu hologramme. Tout est indisséquent, il est fâcheux de rester dans l'ignorance imposée par les réactionnaires matérialistes. Il y va de l'avenir de tous. Merci. Voilà, nous avons vécu 11 minutes de direct. Chers amis auditeurs, comment allez-vous? Je suis là et donc je me rends compte que j'ai en Lorraine, chez moi, pour dire, un homme que je ne connaissais pas. Et bien entendu, celui-là, qui s'appelle, où est-il? D'ailleurs, c'est un peu comme cela. Quand on lit, on ne se rappelle plus où on se trouve avec les noms René Évrard. Où est-il? Non. Renaud Évrard, oui. Donc celui-là, où est-il dans le début? C'est un homme que je dois connecter, pour ainsi dire, que je dois peut-être mettre dans mon agenda pour aller le visiter en termes d'amitié, pour discuter, parce que je sais que celui-là pourrait être un peu quelqu'un qui me comprendrait. Parce qu'il faut toujours dire aussi que dans la télépathie, comme pour tout, si vous parlez par exemple de recettes de cuisine à un mécanicien qui n'en a au final rien à faire de la cuisine, eh bien il va vous dire, bon, j'ai encore 2 minutes et après je fais ce que j'aime moi, vous voyez. Donc c'est ça le problème, si vous voulez. Il faut comprendre que ce qui s'appelle la correspondance de la manière de vouloir faire une conversation s'articule aussi en termes de possibilité de rencontrer des individus qui correspondent. Chers amis, est-ce que vous comprenez que je suis de retour? C'est ça la beauté de l'histoire dans cet instant. Je suis donc, pour dire, à vouloir rentrer en contact avec ce monsieur que je ne connais pas, mais qui se trouve être en Lorraine et qui peut-être pourrait être dans un futur quelqu'un que je pourrais rencontrer. Alors je vais procéder tout simplement à ce qui s'appelle une volonté de prise de contact. Voilà qu'il est là. Maître de conférence en psychologie à l'université de Lorraine. Alors j'espère bien sûr qu'il est à Metz. Vous voyez, je préférerais que le bus 200 puisse m'emmener. Alors là, c'est encore une fois incroyable. Vous voyez. Comme vous avez compris que je suis un genre de dérangeur. Ouais. Je suis un homme qui ne doit pas aller à la fac de psychologie pour que mes emmerdeurs ne se sentent pas montrés du doigt comme étant des emmerdeurs. Bon, ça devient pénible. Hein. Donc ce monsieur-là que je pourrais simplement aller visiter pour dire je prends le bus parce que je suis dépendant du bus en raison de la manœuvre. Bon, pour dire que vous la savez mieux que moi, ceux qui savent la faire et savent l'entendre et savent la connaître et qui savent que c'est ça, ils le savent qui m'a empêché de rouler. Donc, je ne peux plus faire autrement que d'aller en bus. Le bus 200 était parfait. Saint-Avold-Metz par l'autoroute, parfait. Pas d'emmerde. 9 heures du matin, départ Saint-Avold. Arrivé à l'arrêt Luxembourg-Metz. Départ de Metz, gare routière, 17h30. Et je peux rentrer avec le bus que je ne peux pas prendre si aujourd'hui je prends l'autre retour avec le bus de loin. Si je pars trop tard, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que toutes les sorties deviennent des micro-sorties. Avant, on pouvait se prendre l'amplitude de la journée, et là, ça me dérangerait maintenant d'arriver à le rencontrer pour dire qu'après, je dois me dépêcher de rentrer, et c'est ça la beauté de tout ce... Je ne dois pas le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, tout ça pour dire que c'est juste l'homme que je dois rencontrer. S'il est à Metz, je dois aller le voir en tant que maître de conférence de psychologie, et je vais vous... chers auditeurs,
Je vais vous dire que le caducée d'Hermès va frapper un grand coup dans la faculté de psychologie, parce que je vais venir avec et je vais m'amuser pour dire qu'aujourd'hui je peux jongler comme je veux. Vous savez, quand on commence un genre de discipline, quel que soit, on est au niveau débutant. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout au niveau débutant. Malheureusement, j'ai eu un genre de bug de démarrage d'activité. Genre, cela m'a empêché de rouler en voiture parce qu'ils m'ont volé les quatre roues. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Alors, ça devient un peu simple à comprendre. J'ai passé énormément de temps à me remettre sur pied. Alors, un peu de dégradation du cerveau par-ci, un peu d'empêcher de rouler par-là, etc., etc., etc. Et puis, au final, ces gens-là ne sont pas pour moi et moi, je ne suis pas pour eux et je ne vois pas pourquoi ils n'arrêtent pas de venir dans ma life. Et ça commence tout doucement à m'agiter la neurone pour dire que celle-ci tient encore bon suite aux 38 effaçages de mémoire que j'ai eu. Je pourrais même lui poser la question, quelles sont les conséquences éventuelles de 38 effaçages de mémoire en une seule nuit dans la ville de Metz? Parce que si celui-là est un maître de conférence de psychologie et qu'il est à Metz et qu'il m'a peut-être vu, allez savoir, parce que certains vont dans le monde parallèle, vous voyez, et qu'il m'a vu faire la lutte d'ascension en 2017 dans la nuit du 17 au 18 mai, que va-t-il arriver si celui-là attend que je vienne le voir pour dire qu'il aimerait me rencontrer? Et par hasard, c'est ça qui est incroyable, par hasard, je vous dis honnêtement, par hasard, je suis tombé sur cet article. J'avais voulu faire un genre de recherche sur Google. J'ai tapé Jean Mermoz télépathie, parce que j'avais l'impression que j'avais un livre dans ma bibliothèque qui s'appelait comme cela. Vous voyez, genre de, comment dirais-je, d'un livre qui traitait de la télépathie. Vous voyez, donc je cherchais un livre qui s'appelle Télépathie. Et bon, je pensais que ce Jean Mermoz était en quelque sorte un écrivain que j'avais dans ma librairie et que je n'ai pas lu depuis longtemps. Et comme je m'intéresse à me disculper d'être un menteur pour dire que cela sont facile, vous voyez, ils disent oui, moi je disjoncte, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout est résumé dans toute cette chaîne et c'est ça la pénibilité. 38 effaçages de mémoire, ça devient impensable de pouvoir raconter ce qui s'est raconté pendant ces malheureuses 8 années d'efforts quotidiens pour arriver enfin à me faire comprendre. Donc ce Jean Mermoz que je pensais avoir en tant qu'écrivain dans ma librairie, n'étant plus dans ma librairie, à cet instant, bien sûr, me fait penser que j'ai une sorte de hasard du destin qui m'a basculé vers l'article Science et Vie. Et comme par hasard dans cet article, il y a le maître de conférence que vous voyez à l'écran, Renaud Évrard. Et comme par hasard, il est en Lorraine, et comme par hasard, eh bien, c'est son domaine. Donc, quoi qu'il arrive, je dois trouver le moyen. Simple à faire, c'est tellement facile, regardez. Il suffit de faire comme ma life avant que la voiture soit cassée. Il suffit que je démarre, que j'y aille et que je rentre quand je veux et puis c'est fini. Le problème, c'est que ça ne peut plus aujourd'hui. Donc il faut que je rame en bus, il faut que je galère pour dire la chose, à prendre un horaire de départ, à me lever le matin, à défoncer pour dire que je suis pas trop du matin parce que pour l'instant je suis dans un rythme autre. Et après, il faut que je rame avec des horaires de bus qui m'emmènent à loin de là quand même fac parce que l'arrêt du Luxembourg était bien près avec le 200. Donc il faut que je galope à pied. Je perds du temps, déjà j'arrive plus tard, donc je perds du temps et j'arrive plus tard. Et après, je dois rentrer plus tôt en galopant pour arriver plus tôt à l'arrêt pour me faire revenir plus tôt. Vous voyez, donc ça va être une journée écourtée, à moins de dormir sous un pont. Ou peut-être de pouvoir trouver une solution d'une nuit d'hôtel sur place avant. Toutes ces complications sont des dérangements. Quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, ceci est une transition. Je vais donc rentrer dans un proche futur en contact avec cet homme. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.